Pierre Lebrun, les partisans des Canadiens de Montréal auront l'occasion de voir Quinn Hughes pour la première fois au Centre Bell dans l'uniforme du Wild du Minnesota. Ça va bien, Pierre, depuis la transaction justement du 12 décembre dernier qui a envoyé Quinn Hughes au Wild. On a des points dans 14 de nos 18 derniers matchs. Mais c'est pas parce que Bill Guérin a fait l'acquisition d'une prise gigantesque en Quinn Hughes que le magasinage est terminé pour autant. Non, tu as absolument raison, Alex. Écoute, Bill Guérin qui m'a confirmé que, écoute, s'il est capable de le faire, qu'il aimerait aller chercher un top 6, un joueur d'avant, d'ici le 6 mars, la date limite des transactions, la priorité serait un joueur de centre, mais on sait que c'est difficile d'aller chercher des joueurs de centre. Oui. Alors, si pas un centre, un allié offensif aussi, c'est très correct, mais d'une façon ou l'autre, c'est le genre d'appel que Bill Guérin fait présentement, c'est d'essayer d'aller chercher un joueur de même. Bon, à part de ça, Guérin ne voulait rien partager parce qu'on sait, là, on commence vraiment la période là, où les DG commencent à en dire moins en moins d'ici le 6 mars. Mais je pense que c'est une liste assez longue qu'on a chez le Minnesota pour essayer de voir qui est sur le marché. Tu sais, selon moi, le centre parfait pour eux autres, ça serait Ryan O'Reilly des Prédateurs, mais présentement, les Prédateurs sont en course aux séries, alors Ryan O'Reilly n'est pas disponible. Alors, où est-ce que Bill Guérin va aller? Il y a Vincent Trocheck des Rangers qui connaît bien avec ses liens de l'équipe américaine olympique, mais on verra bien où ça s'en va. D'une façon ou l'autre, je pense que le Wild va être très agressif pour aller chercher un autre morceau avant le 6 mars. Tu parles de Ryan O'Reilly qui a quand même 44 points en 48 matchs depuis le début de la saison. Et c'est fou à quel point, Pierre, ça change vite. Les Prédateurs de Nashville, qui étaient derniers dans la Ligue nationale de hockey au 25 novembre dernier, depuis ce temps-là, ils sont 9e au chapitre des points. Tu sais, souviens-toi, on se disait peut-être que les Prédateurs vont vouloir vendre à la date butoir des transactions, peut-être même avant. Et là, ça change tellement rapidement. Tu peux passer du dernier rang à une course aux séries éliminatoires. Honnêtement, il y a combien d'équipes vraiment qui veulent vendre d'ici la date butoir des transactions? Bien, écoute, c'est justement la raison pourquoi que c'est difficile pour les équipes qui aspirent à la Coupe d'aller chercher certains joueurs présentement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes encore qui sont prêtes à vendre. Calgary sont prêts, évidemment, on va en parler dans une seconde. Ouais. Les Rangers de New York ont annoncé leur intention de commencer un rebâtissage. Les Blues de Saint-Louis, écoute, ça fait depuis le mois de novembre que les Blues de Saint-Louis sont prêts à écouter sur plusieurs de leurs joueurs. Puis ça continue, je peux te dire. Là. Les Blues, absolument, parlent à plusieurs équipes. Mais vraiment, en général, c'est pas une longue liste. C'est la raison que, malgré du fait qu'on a eu des échanges dimanche et lundi dans la Ligue nationale, puis les Canucks aussi, d'ailleurs, on sait c'est quoi leur intention. On a parlé la semaine passée, puis on a échangé Kiefer Sherwood lundi. Mais en général, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont prêtes à vendre. C'est la raison que, oui, il va y avoir d'autres échanges avant le 4 février, les Olympiques. Mais la plupart des échanges, ça va attendre plus tard après les Olympiques, dans les 12 jours avant le 6 mars, parce qu'il y a des équipes qui doivent attendre pour décider est-ce qu'on est prêt à vendre. Ouais, tu parles de la transaction de dimanche. Écoute, on s'en parle depuis le début de la saison. Rasmus Anderson, la saga, c'est enfin terminé, a été échangé aux Golden Knights de Vegas contre Zach Whitecloud, Abram Weeb, un choix conditionnel de premier tour en 2027, un choix de deuxième tour en 2028. Tu as la chance de discuter avec le directeur général des Flames de Calgary, Craig Conroy. Comment on explique le timing, justement, de cette transaction-là? Puis quelles étaient peut-être les équipes qui étaient dans la course pour Anderson? Oui, Alex, c'était ma première question dans notre entrevue pour le DG des Flames. C'est pourquoi maintenant et pas attendre plus proche du 6 mars pour voir comment le marché continue d'évoluer. Et la réponse que j'ai eue de Conroy, c'est qu'il avait peur que Anderson, qui va jouer pour la Suède aux Olympiques, pourrait se blesser en Italie. Écoute, ça arrive, on le sait. Là. D'ailleurs, Conroy qui a mentionné que lui, quand il joue aux Olympiques en 2006 à Turin, il y avait 5 joueurs des Kings de Los Angeles, dont lui, qui avait été à Turin, et que Pavel Demitra et Alex Frolov des Kings s'avaient blessé à Turin. Et puis ça a toujours resté avec lui, là, que les Olympiques, c'est toujours un risque. Alors, c'est important pour lui, quand il a regardé le fait qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient prêtes à transiger de toute façon, de le faire maintenant et pas attendre après les Olympiques. Qu'est-ce qui a été difficile pour les Flames, c'est que dimanche matin, l'agent Claude Lemieux a indiqué à Craig Conroy que son client, Rasmus Anderson, ne voulait plus signer une extension qui faisait partie de cette transaction.
Alors ça a changé les choses parce qu'il y a certaines équipes, dont Boston, là, qui ne voulaient plus faire un échange s'ils n'étaient pas sûrs s'ils pouvaient garder Anderson passer cette saison. On comprend, là, parce que c'est une grosse échange. Vegas, pas de problème. Ils étaient prêts, les autres, à faire l'échange, même sans extension. Puis la raison que Vegas sont confiants de le faire, Alex, c'est que Vegas le sache que depuis l'été passé, Anderson a mis Vegas numéro 1 sur sa liste. Bon. En fait, Conroy m'a confirmé que Vegas et Calgary ont presque fait un échange au mois de juin. On avait parlé de ça, Alex, après ça. Mais à la fin de la journée, Vegas sont confiants parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir le signer à quelque temps. Écoute, ça, c'est vraiment merveilleux pour les deux formations. Vegas, dans une situation vraiment privilégiée, essentiellement, d'avoir pu mettre la main sur Rasmus Anderson, alors qu'on savait très bien qu'on était fort probablement pour le re-signer. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que Rasmus Anderson est le premier domino à tomber du côté des Flames de Calgary ou la chute va s'arrêter là après Anderson? C'est dur à dire. Évidemment, j'ai demandé à Conroy dans notre conversation qu'est-ce qui va arriver avec Nazem Kadri ainsi que Blake Coleman, deux vétérans, deux joueurs qui sont très importants, évidemment, au vestiaire des Flames. Conroy, lui, il reste 1 an et demi son contrat à 4,9 millions par année. Kadri, il reste un autre 3 ans et demi à 7 millions par année. Alors, un peu moins évident pour certaines équipes, mais je peux te dire que selon mes informations, il y a beaucoup d'intérêt pour les deux, surtout Coleman. La réponse de Conroy, quand j'ai demandé à ces deux gars-là, il a dit « Je suis pas sûr ». C'est vraiment sa réponse, puis je pense que c'est très honnête parce que, tu sais, je pense pas que Conroy pense qu'il doit absolument les échanger parce que ni un ni l'autre, c'est un joueur de location. Puis aussi, on veut quand même garder une certaine influence de vétérans dans le vestiaire des Flames parce qu'on continue de se rajeunir. Puis c'est important d'en quand même avoir des vétérans là-dedans. Mais en même temps, les équipes appellent, surtout avec Coleman. Alors, ça va être difficile de peut-être dire non quand on est plus proche du 6 mars si c'est un offre qui fait trop de sens pour les Flames de Calgary. Alors, la réponse, finalement, c'est à suivre. Bon, mais justement, c'est à suivre. On va voir ça dans les prochaines semaines. Pierre, Peter DeBoer, qui a été mis à la porte par les Stars de Dallas le 6 juin dernier. Puis on sait, plus tu es congédié tard dans le fameux cycle pour les entraîneurs, plus c'est difficile par la suite de te retrouver un emploi rapidement comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale de hockey. Mais lui, écoute, va vivre dans quelques semaines à peine toute une expérience, sera derrière le banc de la formation canadienne dirigée par John Cooper, évidemment, aux Jeux olympiques de Milan. Il sera entraîneur adjoint. Est-ce que, malgré tout, il espère revenir rapidement dans la Ligue nationale de hockey? Écoute, ça fait longtemps qu'il se retrouve... Ça fait longtemps qu'il n'avait pas d'emploi dans la Ligue nationale de hockey. Il a toujours essentiellement eu un emploi, que ce soit dans la Ligue nationale, au niveau junior également. Et là, il se retrouve pas à la maison parce qu'il sera avec Team Canada, mais quand même, c'est le genre d'expérience qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Non, justement, Alex, comme il m'a indiqué, première fois dans 17 ans dans la Ligue nationale qu'il passe une longue période de même sans être entraîneur-chef de la Ligue nationale. Et puis, en fait, quand tu retournes à ces années de hockey junior en Ontario, ça fait plus que 30 ans là, que Peter DeBoer est sans emploi pendant tellement un long bout de temps. Alors, c'est vraiment rare pour lui. Il doit s'ajuster. Il a quand même dit qu'il était capable d'aller voir son fils jouer à Holy Cross, à l'Université américaine au hockey. Il était capable de passer du temps avec ses parents. Il y a bien des choses qu'il était capable de faire sur le côté personnel. Mais qu'est-ce qui a vraiment aidé à être capable d'être correct pour cette saison sans job, c'est que Doug Armstrong, le DG de l'équipe canadienne olympique, l'a vraiment mis au travail, Peter DeBoer. Il y a toutes sortes de choses que DeBoer s'est fait demander de faire pour l'équipe canadienne, puis il a foncé là-dedans. Il a déjà été en Italie pour voir l'aréna, pour voir où est-ce qu'on va se rencontrer comme équipe canadienne. Il a fait partie de toutes les réunions, ceux qui étaient face à face, mais ceux sur le Zoom aussi, pour choisir l'équipe canadienne. Alors, Peter DeBoer dit que ça a vraiment été une mission spéciale pour lui d'être capable tellement d'être intégré et occupé avec les plans préparatoires pour l'équipe olympique canadienne. Alors, écoute, tu fais encore payer par les Stars, d'ailleurs, cette saison. Alors ça fonctionne aussi. Mais oui, pour finalement répondre à ta question, il a hâte de revenir à la Ligue nationale. Il est prêt. Il est dans une belle place mentale. Ses énergies sont revenues. Il a hâte de revenir. Puis évidemment, écoute, avec son record dans la Ligue nationale, il va se faire embaucher d'ici à la saison prochaine, ça, c'est sûr.
Pierre Lebrun, toujours un plaisir. Je te remercie beaucoup. On invite les gens à se rendre sur la chaîne YouTube de RDS pour pouvoir écouter la totalité de notre discussion ainsi que tout l'excellent contenu qu'on vous y propose. Pierre Lebrun, encore une fois, merci beaucoup puis on se reparle très bientôt.